Salut à toi et bienvenue sur le podcast d'AxOpen. Ici, tu peux écouter tous les mois une bande de développeurs pros qui parlent sans aucun filtre de leur quotidien dans le monde de la tech. Allez, c'est parti. When I decided to hack you, whoever's in control of the exit nodes is also in control of the traffic, which makes me the one in control. Salut à tous et bienvenue dans le podcast AxOpen. Alors, véritable assistant révolutionnaire pour les développeurs aux gadgets dangereux, les outils IA d'aide au développement font de plus en plus partie de la boîte à outils classique des développeurs. Les outils les plus connus évoluent vraiment à vitesse grand V, et tandis qu'on va pousser tous les jours des nouveaux outils avec des promesses qui sont vraiment de plus en plus grandioses. Et franchement, même pour les super tech, ces tendances, elles sont vraiment dures à suivre. Donc, il y a plein de questions qui se posent aujourd'hui autour de ces outils. Par exemple, c'est lesquels sont les meilleurs? Quels outils on peut utiliser pour quelles tâches? Est-ce qu'il faut réguler l'utilisation des outils IA en entreprise? Est-ce que le développeur de demain, il codera toujours avec une IA à côté de lui? Voilà. Aujourd'hui, si vous qui nous écoutez, vous posez toutes ces questions, gardez l'oreille attentive parce que les techs autour de cette table vont vous aider à y voir plus clair. Autour de la table, j'ai donc aujourd'hui Philippe, le Javaman aigri. Salut. Greg, le grand sage. Salut. Arthur, le JavaScript lover. Bonjour. Et nous avons l'honneur d'avoir un invité spécial aujourd'hui qui est Sébastien Stormack, qui est l'animateur, pour ceux qui connaissent, du podcast AWS en français. Bonjour, merci de m'avoir invité. Et merci d'avoir fait le déplacement depuis Lille pour nous rejoindre. Avec plaisir. On va enfin apprendre des choses. Voilà. Et en plus, Sébastien, alors pour ceux qui nous suivent depuis un petit moment, on lance un petit peu des rubriques, et notamment l'Instant Doudou, où on partage un souvenir informatique un peu au hasard dans ce podcast. Et Sébastien nous partagera tout à l'heure son doudou. On va faire comme d'habitude, on pose les bases. On va poser les bases. Simple, classique. Arthur, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi un outil IA d'aide au développement? Oui. Alors, ça va être un peu une grande catégorie de tous les outils qui vont pouvoir être utilisés pour aider un développeur à développer. Donc, je pense qu'il y a 3 grandes catégories. Va y avoir les chatbox un peu classiques qui utilisent de l'IA générative, comme vous pouvez l'utiliser même quand vous n'êtes pas développeur. Vous allez lui poser une question. Il y a des modèles qui sont plus ou moins orientés codage, programmation, et il va vous répondre. Donc ça, c'est l'utilisation, on va dire, basique que n'importe qui peut avoir sans vraiment utiliser d'outils particuliers. Ensuite, vous avez ce que j'appelle les autocompletes. Donc, ça va être des outils qui vont être utilisés directement dans votre éditeur de texte quand vous développez, et qui va vous faire des propositions lorsque vous codez pour vous aider à coder plus vite, pour vous aider à faire des tâches qui sont soit répétitives que vous auriez fait normalement avec du copier-coller ou des choses comme ça. Là, il va pouvoir prédire en fonction du contexte de votre code, etc. Et il y a une 3e partie qui est de plus en plus à la mode, ça va être un peu les agents et tout ce qui est modèle de réflexion, où en fait vous allez donner, c'est un peu comme une chatbox, vous lui parlez, en fait vous allez lui donner une tâche et lui il va la décomposer en plusieurs tâches différentes, il va la décomposer pour lui permettre vous pouvez lui faire lancer des commandes dans votre terminal, vous pouvez lui faire manger tout, en fait lui il a le contexte de tout votre code, et donc il va se poser des questions à lui-même en fait, vous poser des questions à vous, et à la fin il vous propose ou non une solution du code qui fonctionne ou pas. Donc c'est un peu pour l'instant les 3 grandes catégories d'outils. Après voilà, tout ce qui utilise l'IA générative, il y a plein de sites qui font plein de choses différentes pour générer des images, etc. Mais en tout cas moi personnellement pour développer, j'utilise souvent ces trois types d'outils là. Vous utilisez, avant tout ça, parce que c'est quand même assez récent finalement qu'il y ait tous ces outils, vous faisiez comment si on revient un petit peu, je sais que c'est le... Google. On apprenait à coder. C'était quoi? C'était On avait des livres. Ça dépend, tu veux revenir quand avant? Ouais. C'est pour les... Non, mais en tout cas, la question, c'est de se dire aujourd'hui, est-ce que vous utilisez tous autour de la table ces outils quotidien? Je vois Sébastien tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, et je pourrais plus m'en passer. C'est ça qui est terrible. C'est tout nouveau, comme tu l'as dit. Ça fait 2-3 mois que j'utilise vraiment tous les jours, mais je me vois pas revenir en arrière. C'est comme si tu m'as enlevé Google ou Stack Overflow il y a 5-10 ans. Alors moi, on m'a enlevé Stack Overflow et maintenant ça me gêne plus, quoi. J'y vais plus, mais Ouais, pas pour la même raison. Ouais. Et Arthur et Greg, vous les avez aussi intégrés dans votre quotidien? Ouais, tous les jours aussi. Alors après, selon ce qu'on veut faire, comme le disait Arthur, soit en complétion de code, ça c'est vrai que j'utilise un peu moins de mon côté, mais en interrogation, en prompt, ouais, je l'utilise tous les jours. C'est beaucoup plus simple pour chercher, ça contextualise beaucoup mieux qu'une recherche Google ou qu'un post Stack Overflow où il faut scroller 12 pages avant d'avoir un tant soit peu de réponses valables, quoi.
Moi, j'utilise plus du tout Google pour tout ce qui est recherche, sauf pour des trucs très spécifiques où je sais que, par exemple, je dois faire un appel API. Je vais peut-être regarder rapidement dans la doc si sur la doc c'est très bien expliqué, et sinon je demande directement aux IA. Et pour l'autocomplétion, j'ai du mal à m'en passer. Je sais qu'en ce moment, je fais plusieurs tests sur plusieurs IA d'autocomplétion pour un peu voir les avantages et les inconvénients. Et j'en ai qui marchent moins bien d'autres, et ça me frustre beaucoup de voir qu'en fait il met beaucoup de temps à répondre, qu'il n'est pas pertinent, qu'en fait il écrit n'importe quoi. Je trouve ça très frustrant maintenant, parce que j'ai l'impression d'aller beaucoup moins vite et de devoir faire les choses moi-même, même si c'est dur de dire comme ça, mais en fait j'ai l'impression vraiment que c'est une perte de temps, parce que c'est pas des actions qui sont intéressantes que l'IA va te remplacer. En fait, elle va pas te remplacer de concevoir une application, de faire des algorithmes compliqués. Elle pourrait, mais en tout cas, ça reste. Et encore. Personnellement, c'est ce que j'aime bien faire. Mais pour les choses un peu bêtes où, par exemple, tu veux juste faire un tri sur une liste, en fait, elle te le fait parfaitement bien juste avec le nom de la fonction. Et avant, fallait le faire et que c'est pas forcément très, très intéressant. C'est toujours la même chose, c'est bateau. Là, elle peut te le faire en une fraction de seconde. Et c'est vrai que c'est quand même un avantage de confort et aussi, je pense, de performance. À la défense de Google, ça reste bien pour trouver une URL spécifique, comme tu disais. Je veux chercher la doc de la doc officielle. J'utilise Google plus que pour ça dans l'aspect coding. Mais sinon, oui, cet aspect de mettre en contexte, d'être capable de comprendre ton code, de comprendre ta question et d'aller rechercher juste cette information-là, où avant, il fallait aller lire des pages et des pages de réponses, trouver la bonne réponse dans Stack Overflow. Pas juste copier le code de la question, parce que souvent, par définition, il marche pas. Et ça fait gagner un temps fou. Pourquoi l'utilisation des outils IA, alors de ce que je comprends, vous l'utilisez un petit peu chacun à différents niveaux et pour différentes choses. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que c'est un sujet, l'utilisation de ces outils, à peut-être point de vue développeur, mais aussi point de vue entreprise, parce qu'il y a quand même tout un sujet autour aussi de, finalement, je fournis des données à un outil, elles sortent finalement de mon SI. Est-ce qu'on doit forcément en entreprise autoriser ça ou pas? Est-ce que effectivement, vous entendre parler autour de la table, est-ce qu'on peut aujourd'hui s'en passer? Est-ce qu'on peut l'interdire? Est-ce qu'on a un intérêt à le faire ou pas? Enfin, c'est toutes des questions qui se posent. Vous avez quoi un peu comme avis global sur le sujet? Moi, je vais avoir un avis un peu différent, mais la partie vol de données, honnêtement, c'est pas un truc qui m'inquiète énormément, parce qu'en fait, quand tu regardes 99,9% des questions qui sont demandées, c'est du code lambda que tu lui demandes, et en fait, ok, ça permettra probablement d'enrichir les modèles, mais je veux dire, en fait, c'est pas si grave que ça, et en fait, il n'y a pas tellement dans les applications qu'on fait en général, il n'y a pas tellement d'intelligence suprême qui mériterait d'être volée, quoi. Elles sont dans les données de la base de données, les données importantes. Donc en fait, ça c'est un risque. Et honnêtement, si tu payes un abonnement, t'es à peu près couvert sur le fait qu'il est censé pas partir avec les données. Donc peut-être que ça se permettra d'enrichir le modèle, mais c'est pas très très grave. Moi, je trouve ce qui est plus grave, c'est la régression des développeurs. C'est-à-dire que comme tout outil, plus t'es intelligent et plus t'es capable de l'utiliser avec puissance. Et en fait, le problème de fond, c'est qu'aujourd'hui, nous, on a encore une génération de développeurs qui avons appris à coder sans, donc on est capable de challenger ce qu'elle nous dit et en fait de l'utiliser à pleine puissance. Mais pour la nouvelle génération de développeurs qui arrive et qui a débuté que avec ça, en fait, on se rend compte, et c'est fou, qu'ils sont pas capables de faire rien sans. Et en fait, le capable de rien faire sans, ça veut dire qu'ils n'ont pas dans leur tête les modèles d'abstraction qui vont leur permettre de faire du code compliqué. En gros, une fois qu'ils dépassent la capacité à faire 3 petits trucs, ils n'ont pas les clés intellectuelles pour construire des applications compliquées. Moi, mon principal problème de l'IA aujourd'hui, c'est de me dire, les nouveaux développeurs, s'ils apprennent pas à faire les petites tâches un peu pourries, comme tu disais, Arthur, en fait, ces petites tâches un peu pourries, elles permettaient d'accéder à un niveau d'intelligence supérieur dans le code et d'être capable d'aller plus loin. Et moi, ça me fait très très peur sur le long terme. J'ai 2 réactions, peut-être pas des réponses à ça. La première, c'est de se dire, est-ce que c'est pas un débat qui existe déjà depuis 50 ans? Quand on a commencé à arrêter de faire des trous dans des cartes pour programmer et qu'on nous a donné un compilateur, waouh, il y a des gens qui disaient la même chose. Qui disent oui, mais on connaît plus le bas niveau des registres, des machins. Les développeurs d'aujourd'hui sont moins efficaces que les autres. Et finalement, on est là autour de la table, on écrit encore du code. Est-ce qu'il était mieux ou moins bien qu'il y a 50 ans? Qu'est-ce qu'il y a? On est loin des cartes aujourd'hui. Mais non, mais philosophiquement, c'est le même débat. Au plus on a des outils de haut niveau, quel est le contact qu'on a à la réalité? Donc, voilà, je voudrais me donner un peu de temps et de recul pour attendre la prochaine génération de développeurs pour voir ce qu'ils vont faire. Et puis, comme tu l'as dit très bien, c'est des outils. Et je parlais ce week-end avec quelqu'un de ma famille qui disait
ok, toi, tu arrives à faire ça avec de l'IA, mais moi, je suis pas développeur, je vais pas arriver à faire ça avec la même IA et le même outil. Et la personne prenait une analogie, dire, tu peux regarder Top Chef, tu peux avoir, je vais prendre le même four que le mec que j'ai vu à la télé et le même, je sais pas, fouet ou etc., mais je vais pas faire la même pâtisserie du tout. Et je suis incapable de le faire. Donc c'est pas, enfin, il y a pas que l'outil en lui-même. Il y a la capacité de l'utiliser. 100% d'accord. Et là, je retombe sur ce que tu disais, il faut une capacité analytique, apprendre les bases de la programmation, de l'algorithmique, les structures de données, etc. Mais une fois qu'on connaît ça, ce sont des outils qui sont fabuleux pour nous aider à aller plus vite dans ce qu'on fait. C'est toujours le même sujet, c'est-à-dire que... moi, mon avis, c'est que ces outils-là, c'est un peu comme la calculatrice. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis né avec une calculatrice et du coup, je suis pas capable de faire 3 opérations mentales. Et en fait, je me dis, c'est la même chose. C'est-à-dire que si on m'avait donné la calculatrice une fois que j'avais appris toutes mes tables, peut-être que je serais capable de faire des calculs. Et je me dis juste que dans le parcours d'apprentissage des développeurs, on diminue parce qu'en fait, on nous donne ces outils trop tôt. Et que du coup, justement, moi, je pense qu'on n'est pas capable de l'utiliser à pleine puissance parce que du coup, la majorité des questions qu'on pose, elles sont stupides. Je veux dire, comme tu dis, faire un tri sur 3 tableaux. Et du coup, je me dis, si j'étais plus intelligent, j'aurais des questions qui sont sûrement meilleures. Et je pense que ces outils, malheureusement, ils ont tendance à niveler par le bas la question qu'on leur pose. Comme tout outil, il faudrait l'utiliser un peu mieux, quoi. Je pense qu'on retombe sur un problème en fait qu'on avait quand, je sais pas, il y a 10 ans, il y a un nouveau framework qui sortait, qui était génial, qui faisait tout pour toi, hyper abstrait, etc. Et en fait, les développeurs l'utilisaient, savaient l'utiliser. Par contre, dès qu'il y avait un problème, dès qu'il y avait un bug dans le framework ou une exception qu'ils n'arrivaient pas à trouver, ils comprenaient pas, ils étaient bloqués en fait. Et tu pouvais laisser bloquer pendant une journée avant qu'ils disent « Allô, j'y arrive pas, j'ai une erreur, je comprends rien ». Et toi qui avais l'analyse de comment c'était fait derrière, comment ça marchait, t'arrivais à les débloquer super facilement. Et en fait, je pense qu'on va un petit peu là, c'est qu'avec l'IA, quand ça sort le code tout fait, je le prends, je le mets, ça marche, c'est génial. Quand je veux faire un truc un peu particulier, un petit peu tordu, qui marche pas direct avec l'IA, soit j'itère sur l'IA, mais au bout d'un moment, je vais tourner en rond, je vais tourner en boucle, soit je reste bloqué parce qu'au final, je sais pas faire, quoi. Je sais pas faire et dans le fond, je sais pas faire. Donc effectivement, on en revient au problème de ta calculatrice, et là tu comprends pourquoi au lycée, au bac, on t'empêchait d'avoir la calculatrice à l'examen. C'est peut-être pour te faire un peu réfléchir, et en fait on a besoin de réfléchir. Moi je vois mon utilisation de l'IA aujourd'hui, c'est pas je lui demande de me faire tout un code, etc. Je lui demande des trucs vraiment unitaires. Donne-moi l'expression pour calculer ça, par exemple. Un truc, je sais que j'en ai besoin, je sais ce que je veux en sortie, je sais ce que j'ai en entrée, fais-le moi, elle le fait très bien, quoi. Mais après, assembler ça et le faire et le structurer correctement, je garde cette responsabilité-là pour réfléchir un petit peu, quoi. Mais encore une fois, c'est parce que toi, tu as du recul. Enfin, tu vois, tu as vécu avant. Merci. depuis longtemps. Alors qu'effectivement, quand, je me rends pas encore bien compte, tu vois, quand tu apprends le développement, quand tu as, je sais pas, peut-être pour les plus jeunes, 12 ans, 13 ans, quand tu commences à aller sur le truc. Moi, j'ai appris à développer à 12-13 ans. Il y avait quasiment pas Internet, et je peux te dire, et là, je suis d'accord avec Sébastien, c'était horrible. C'est un enfer. Avec Grégory, on a appris, alors un peu plus tard, les EJB, et il y avait rien sur Internet, et on a passé des heures et des heures et des heures à comprendre les façades de JB, et avec des livres qui étaient complètement faux. On avait une productivité qui était assez faible. Ouais, mais en même temps, après, c'est ce qui... je veux dire, t'apprends dans la douleur, quoi. Mais je me demande, est-ce que on n'en a pas autour de cette table des jeunes qui ont cet âge-là, mais en tout cas, est-ce que quand ils commencent à apprendre des choses, est-ce qu'ils se ruent, tu vois, sur l'IA va tout me faire, ou est-ce qu'au contraire, ils inculquent que ça peut les aider sur une partie, mais à côté, quand même, qu'ils continuent à se renseigner et que l'IA... Non, je pense honnêtement, nous, on embauche plein de jeunes. Leur premier réflexe maintenant, c'est de demander à l'IA, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent plus Google ou Stack Overflow. La première chose, quand tu leur demandes quoi que ce soit, ils vont demander à l'IA de leur proposer un premier jet. Ça, je pense que c'est quand même très différent de la manière dont on a eu l'habitude de travailler. C'est-à-dire avant, on travaillait et quand on n'y arrivait pas, on allait demander de l'aide. Là, en fait, c'est différent. C'est-à-dire qu'en fait, parce que tu demandes de l'aide en continu. C'est vrai, hein, je trouve que c'est pas du tout le même rapport aux choses, quoi. Et puis, je trouve le problème avec les IA, on va dire, quand tu utilises de base, c'est qu'elle est toujours sûre d'elle. Du coup, tu lui poses une question, tu lui montres un problème, et elle va toujours te dire c'est comme ça qu'il faut faire, sans se remettre en question. Et tu lui donnes, et après, tu as beau lui dire mais non, t'as fait n'importe quoi, ça marche pas. Elle fait ah oui, pardon, j'avais pas vu, c'est ça. Et en fait, elle change un truc, mais qui n'a aucun rapport. Et en plus, je pense même humainement, c'est-à-dire qu'en fait, quand quelqu'un vient dans une réunion en ayant préparé le sujet, il va te donner un premier jet, et le premier jet, globalement, c'est super dur intellectuellement d'aller le contrer. Tu verras dans une réunion, celui qui a préparé la réunion, il gagne toujours, quel que soit le sujet, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus dur de remettre en cause quelque chose qui t'est présenté que de proposer quelque chose.
Et en fait, si quelqu'un te propose quelque chose, la première réflexe que tu vas avoir, c'est de l'amender pour l'améliorer, mais tu remets jamais en cause ce qui t'a été dit. Il faut être capable de critiquer le code qui est généré. Alors le code en général, il est bien. Tu peux critiquer le code, mais des fois, tu critiques pas la conception même de... code. Le jour, je me suis amusé avec un agent. Il m'a généré du code qui compilait pas. C'était un agent, donc c'était pas juste du code, c'était plusieurs fichiers dans un projet. Et je lui ai dit, utilise la commande Swift build. C'était un projet en Swift, jusqu'au moment où ça compile et itère. Et j'ai laissé un quart d'heure, 20 minutes. Non, justement. Ça m'a coûté 200 €. J'ai pas ma carte de crédit sur mon compte AWS. mais il m'a résolu le truc de façon correcte et il s'en est sorti tout seul. Et c'était amusant de le voir itérer. Ah oui, tiens, il y a encore une erreur là. Ah, mais je sais pourquoi, etc. Et il indiquait les différentes étapes de raisonnement. C'est amusant à regarder. Il y a un iceberg qui a fondu entre temps. Globalement, donc tu disais effectivement, vous l'utilisez aujourd'hui tous, et notamment les jeunes développeurs, et effectivement ça change un peu la manière dont on conçoit les projets. Pour vous concrètement, dans notamment les cycles de développement d'applications dont on réalise donc en projet aujourd'hui, c'est quoi l'impact de ces outils IA ? Peut-être déjà ce que ça peut apporter de bien ou de mal d'ailleurs, globalement. Je pense notamment peut-être au fait que la communication, tu communiques peut-être moins avec ton voisin, du fait que tu as ton assistant personnel avec qui tu poses des questions. Pour le coup, c'est vrai que nous, en tant que chef de projet sur des projets informatiques, les développeurs posent moins de questions stupides. Au sens... non mais c'est vrai, 80% des questions basiques sont répondues par des IA... avant, c'est vrai, on est beaucoup moins sollicité pour j'arrive pas à ouvrir un fichier sur le disque ou j'arrive pas à écrire dans une base de données et tout. Toutes ces questions-là, pour le coup, pour les développeurs, c'est un gain de productivité de dingue. Après, de niveau macro, c'est-à-dire une fois que tu as enlevé ça, au niveau macro, est-ce qu'on est plus productif maintenant qu'il y a 5 ans en arrière ? Moi, je le vois pas. En tout cas, je le mesure pas dans les chiffres de... Ça, c'est intéressant. De par votre métier, est-ce que vous voyez des réductions déjà de temps de réalisation de projet entre l'expression des besoins du client et le livrable fini ? Moi, j'en vois pas. J'en vois pas directement. Effectivement, il y a moins de questions à la population un peu experte. Ouais. Parce qu'ils arrivent plus facilement à avoir des réponses. Et puis, plus ça va, plus on progresse. Et plus les réponses sont quand même poussées. Et assez fiable quand même s'il y a encore des trucs qui sont pas très fiables dans les réponses de l'IA. Donc plus ça va, moins de questions. Par contre, ça augmente pas la productivité des devs. Et après, il y a un truc où je me dis que plus ça va, moins il y a de réflexes en fait. Moins il y a de réflexes au niveau du code, de la programmation, parce qu'on va chercher sur l'IA la moindre syntaxe, le moindre truc. Mais par contre, pour écrire 10 lignes de code, c'est plus long au final qu'avant. Parce qu'on a ce réflexe d'aller chercher sur l'IA et d'avoir... c'est faire son addition à la main au papier plutôt qu'utiliser la calculette si on veut revenir à l'exemple. Mais en tout cas, par exemple, il y a des trucs sur lesquels je suis sûr, c'est-à-dire sur le niveau de bug, ça n'a rien changé. C'est-à-dire que niveau client, il y a autant de bugs qu'avant. C'est pareil. Parce que les bugs sont fonctionnels, ils ne sont pas dans le code. Exactement. C'est la logique. Et en fait, du coup, pour ça n'a rien changé. C'est-à-dire qu'on fait autant de bugs. Nous, non, bien sûr, mais on fait autant de bugs. On ne voit pas d'amélioration. La qualité perçue, à mon avis, par un client, elle n'est pas meilleure. Pas encore. Pas encore, en tout cas. Non, après, moi, là où je vois un avantage, c'est sur l'acquisition de connaissances sur un nouveau langage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on brasse quand même plein de langages par rapport à il y a 15 ans, où il y avait quand même un peu moins. Sur l'acquisition, on rentre plus facilement sur un langage, on a plus facilement les correspondances, même avec un autre langage. Je sais que moi, je le fais hyper souvent. Je viens du monde Java, je vais sur un autre langage, je me dis, fais-moi, je sais pas, une HMAP. C'est quoi l'équivalent ? Dictionnaire, machin. Donc, on rentre plus dessus. Après, est-ce qu'on apprend ? Je suis pas sûr, en fait. C'est plus facile pour la base, pour arriver à faire quelque chose qu'on voudrait faire de manière temporaire, sur un one-shot. Après, est-ce qu'on apprend réellement le langage en faisant ça ? À mon avis, non. Parce que j'ai pas l'impression de revenir 2 semaines après sur le même langage et me dire, putain, j'ai appris plein de trucs, je sais tout faire, je sais coder. C'est l'effet GPS. Alors, nous, on est né avec un GPS. Tu me demandes d'aller quelque part dans Lyon, je suis pas capable de le savoir parce que je sais que j'ai le GPS. Mais c'est vrai, on a perdu la capacité de lire sur une carte et de se balader avec une carte en voiture. Mais bon, le GPS, c'est bien quand même. Est-ce que tu voudrais revenir en arrière du GPS ? Pas sûr. Non, de toute façon, moi, le sujet, il est jamais de revenir en arrière. Une techno, elle arrive, elle apporte plein de trucs. Tu reviens jamais en arrière. De toute façon, c'est trop tard. Ça n'a aucun sens de discuter, de revenir en arrière. Pour ça, tout à l'heure, ta question de dire est-ce qu'on va le bloquer ? Tu vas bloquer quoi ? Enfin, je veux dire... Tu sais, ils se posent les questions, tu vois, notamment sur les universités, je pense aussi. Ça n'a rien à voir. Encore une fois, moi, je mets bien le côté pédagogique, parce que le pédagogique,
Mais bon, et il y a les deux approches. J'ai quelqu'un de ma famille qui est à l'UNIF en master en IT, justement. Et il y a certains cours, on leur dit de ne pas utiliser d'IA générative, de réfléchir. Et il y a des cours, on leur dit de travailler dans les vraies conditions de la vie réelle professionnelle et utiliser tout ce que vous pouvez pour aller le plus vite possible à votre fin. Donc il y a ces deux approches pédagogiques différentes. Et je crois que c'est important d'avoir les deux. Il faut les bases de réflexion. Ça, tout le monde autour de la table est d'accord pour dire ça. Mais en même temps, il ne faut pas ignorer les outils modernes. Et voilà, on ne peut plus programmer avec un crayon et une gomme, quoi. Il y avait déjà ça à l'époque où, moi, je me rappelle à l'IUT, c'est pareil. On me demandait des fois de faire des programmes sans Internet, avec juste la doc papier, ou même de faire du code sur papier, mais pas du code, pas de l'algorithmie, vraiment du code. Et je sais que moi, à l'époque, je trouvais ça vraiment inutile, parce qu'en fait tu te dis mais quand je travaillerai vraiment, j'aurai l'accès à ces outils, j'aurai accès à Google pour demander comment on fait, je sais pas, une hashmap, et là on me dit de l'apprendre par cœur. Par exemple, je me rappelle en Java quand fallait apprendre le main, je sais plus quoi là, pour créer le static void voilà, main. C'est ça, et ça je m'en rappelais jamais, et c'était un enfer, et au final ça sert pas non plus à grand chose dans le monde du travail. Honnêtement, avec Java t'as même plus besoin de mettre ça. Oui, bah voilà. Mais je veux dire, voilà, il y a des choses aussi, je sais pas s'il y a vraiment besoin de les apprendre. Mais après, la phase d'apprentissage, elle est continue. Je pense qu'elle n'est pas que à l'université. C'est-à-dire qu'en fait, on va apprendre, par exemple, à l'université, toutes les bases sans aide, etc. Et en fait, au bout de 10 ans où tu auras travaillé, le cerveau aura complètement oublié parce qu'il y a des choses que tu n'utiliseras pas tous les jours. Et c'est ce que je dis. Ça va être ça le problème, en fait. C'est qu'on va perdre la connaissance même si on l'a acquise à un instant T. C'est ce que je dis souvent aux jeunes quand je parle à des étudiants ou à des jeunes en début de carrière, c'est soyez bons sur les fondamentaux, l'algorithmique, la data structure, s'ils sont en infra, le réseau, la sécurité, parce que ça va pas changer. Dans 20, 30, 40 ans, ça sera toujours la même chose. Si on regarde il y a 40 ans, c'était déjà la même chose que maintenant. Et ça va vous permettre d'apprendre tout ce que vous allez utiliser dans le reste de votre carrière. Alors, je vais faire ma séquence vieux con. Quand moi, je suis sorti de l'UNIF, Java n'existait pas. Juste pour vous... J'ai commencé à travailler avec les bêtas de Java dans mes premières années professionnelles. Bêta de Java. Et tout le reste, le développement mobile, ça n'existait pas, les frameworks, donc on apprend tout le temps, il y a toujours quelque chose de nouveau. Et ce qui permet d'apprendre, c'est de connaître les fondamentaux, c'est d'avoir les bases, l'algorithme, la structure, les réseaux, la sécurité. Donc apprenez ça, focussez-vous là-dessus, ce qui vous permet d'apprendre tout le temps pour le reste de votre vie. Moi, je suis 100% d'accord, et on l'a dit 10 fois dans ce podcast, 20 fois, c'est l'informatique, c'est de l'encapsulation. Et en fait, quand on fait une nouvelle techno, on encapsule, on vient rajouter une brique par-dessus, mais celle d'en dessous existe toujours. Le gros sujet à la mode pour le moment dans le monde de l'IA, c'est les MCP, serveurs clients. Vous en avez peut-être déjà parlé dans le podcast, et je parlais avec des collègues, c'est juste l'encapsulation d'un vieux concept. À mon époque, on parlait d'éléments Corba, toi tu as parlé de JB, il y a eu COM, DECOM, il y a eu les restes web services, maintenant les MCP serveurs, c'est juste une couche syntaxique, sémantique au-dessus d'un concept qui est le même, qui est d'exécuter du code à distance sur la machine de quelqu'un d'autre. On a appelé ça RPC aussi. Maintenant, c'est dans le cadre de l'IA, c'est du MCP serveur, c'est cool, c'est trendy. Il faut faire des MCP maintenant. Je te vois bien parti, Sébastien. Je vais lancer l'instant doudou. Et tu m'as dit soit un truc qu'on a vraiment aimé ou un truc qu'on n'a vraiment pas aimé. Un souvenir informatique. Et un souvenir informatique. Et pour faire le lien avec tout ce qu'on dit et la doc, etc., c'est qui a parlé de doc papier récemment? Je me souvenais, j'en ai parlé hier avec quelqu'un, une étudiante justement, d'un de mes... C'est pas un de mes premiers projets, mais début des années 2000, je me retrouve consultant, team lead, technical lead dans une banque française à Luxembourg. Et on faisait pour cette banque le premier portal web interne. Donc c'était pour les chargés clientèle, voir l'état des comptes, des avoirs d'un client, enfin l'historique, un peu un espèce de CRM interne. Mais première application web, changement de mentalité terrible, parce que jusqu'à présent, ils faisaient quoi? Ils faisaient du mainframe, enfin de la S400, c'est pas vraiment un mainframe, mais des écrans verts et jaunes, etc. Et donc nous, on développait en Java. J'ai mis en place là-bas une chaîne de CI/CD, enfin sommaire, mais c'était révolutionnaire, un système d'issue tracking. Et on leur demandait un accès à Internet pour pouvoir résoudre nos problèmes de développement Java. Et le directeur informatique ne comprenait pas pourquoi on avait besoin d'accès à Internet pour aller chercher des réponses, de l'info sur Internet. Il dit, vous pouvez pas imprimer toute la doc de Java et la mettre, j'ai une armoire là, derrière, elle est libre, on vous fait de la place. Regardez, il y a l'armoire avec la doc du mainframe, elle est là, on en met une à côté. Avec... Je dis, oui, mais la Java doc à l'époque de Java, je ne sais plus combien, de JB, tout Stack Overflow qui existait, qui était embryonnaire à l'époque. Ça existait déjà ? Je ne sais plus, mais il y avait des sites. En tout cas, il y avait des forums et des trucs comme ça. Pour aller chercher quelque chose là-dedans. Oui, et on pouvait poser des questions aussi, on pouvait dire, voilà, j'ai tel problème, etc. Et il a fallu des semaines
pour que ce mec et toute l'équipe informatique autour de lui comprennent que on développait plus sur Java comme on développait sur mainframe. Et donc ils nous ont mis, c'est à la fin de l'histoire, un PC isolé de tout le reste, évidemment, pas connecté à nos PC sur le réseau de la banque, évidemment. Donc il fallait se lever, pas de copier-coller possible, pas de transfert de fichiers, etc. Donc ça, c'est un moment un peu pénible. Et je parle pas du siècle passé, hein, c'est début de ce siècle aussi. On parle du début des années 2000. Ouais. Merci Sébastien pour ce partage d'anecdotes qui nous parle fort. On va rentrer dans le côté un peu plus pratique et vous avez déjà commencé à en parler tout à l'heure de l'utilisation que vous faisiez en tout cas de l'IA dans le développement. J'aimerais qu'on revienne un peu sur dans quel cas est-ce que vous conseillez en tout cas en tant que dev d'utiliser l'IA. Je pense notamment peut-être sur la recherche d'informations. On en a parlé aussi tout à l'heure. Si vous pouvez me citer un petit peu des cas concrets dans lesquels vous l'utilisez et où vous recommandez aux gens, en tout cas, qui nous écoutent, d'utiliser l'IA pour ces cas précis. Est-ce qu'on pourra rajouter la rubrique de dire dans quel cas ne pas utiliser on peut on va faire le positif avant le négatif. Parce que comme toute nouvelle technologie, elle est utilisée pour résoudre des anciens problèmes qui ne sont plus des problèmes avec l'IA. Et du coup, j'y reviendrai après. Je spoil, je fais des petits teasings. C'est beau. On va partir sur le positif au début, si ça ne te dérange pas. Déjà, vous l'utilisez pour la recherche d'informations. Est-ce que c'est quelque chose c'est la base. Ouais. C'est ce que tu disais, le chat pour aller rechercher de l'information. Ça remplace une recherche sur Stack Overflow, sur Google. Code Completion, parfois, on a des bonnes surprises. Au moment où on n'y pense pas, il nous suggère exactement ce qu'on a besoin. En fait, il faut l'utiliser. C'est exactement ça. Il faut l'utiliser de manière passive. Et quand il vous propose quelque chose, on est content. Et quand il vous propose rien, vous continuez de travailler comme avant. Après, des fois, il te fait des fausses joies. Après, des fois, il te... Des fois, il te dit, tiens, utilise cette méthode. Tu dis, et c'est tellement bien que cette méthode existe. Et elle n'existe pas. Il y a cette petite déception. Où il m'ennuie parce qu'il me suggère un truc, je sais que c'est pas ça et je veux éviter la complétion. Je sais jamais s'il faut taper sur escape, machin. Puis finalement, il va quand même mettre son code que je dois effacer. En revanche, il y a les moments wow. Et les moments wow, c'est les agents. Pour moi, c'est assez récent, les agents. C'est 2-3 mois, pas plus que ça. Et là, vraiment wow. Capable de comprendre la structure d'un projet, de voir plusieurs fichiers, de générer des fichiers, d'aller voir ce qu'il y a dans un autre fichier pour corriger ce qu'il y a dans un autre et travailler au niveau macro d'un projet simple. Moi, je travaille sur des projets démo, je fais pas des trucs super compliqués. C'est pour ça que ça marche bien. Mais être capable de lui dire, rajoute-moi une fonction qui est capable de faire ça. Ou j'ai un projet avec des tas de MCP serveurs pour le moment. Je dis sur base des 2 qu'il y a déjà dans le projet, crée-en moi un 3e qui utilise tel API qui va chercher ça. Et il reprend la structure que j'ai déjà faite et il va refaire exactement la même chose, mais avec du code propre, correct, avec des header docs correct, voire même, je ne sais pas si on va en parler plus tard, le vibe coding, générer des applications complètes à partir d'un prompt. J'ai essayé ça pour de la démo et je suis tombé de ma chaise. Ma première expérience de vibe coding, j'ai pris Xcode et un outil qui ne fonctionne pas dans Xcode parce que j'ai dit génère-moi une application SwiftUI moderne iOS 18 pour faire un jeu de Pac-Man classique des années 80 avec le même look and feel. Un prompt pas beaucoup plus long que ça, vraiment 3-4 lignes. Le truc a travaillé 10 minutes, il m'a créé un premier jet de l'application qui était compilable et qui fonctionnait. Je pouvais déplacer mon personnage avec mes doigts sur l'écran, sur mon téléphone. Je n'ai pas écrit une ligne de code. Il y a des choses qui ne marchaient pas. La détection des fantômes et des Pac-Man ne marchait pas. Le Pac-Man n'était pas bien dessiné dans certaines directions. Ça dépendait. Enfin, il se trompait dans les angles de dessin, etc. Il m'a fallu 8 follow-up. 8, où j'ai dit la détection ne fonctionne pas, et j'ai dit le Pac-Man n'est pas bien dessiné quand il va à droite, uniquement quand il va à gauche. Je ne sais pas si c'est politique ou pas, mais enfin, etc. Mais c'est ce genre de niveau-là. Et par itération, après 1 heure à peu près, j'avais un jeu de Pac-Man fonctionnel. Alors, c'est pas le plus gaming possible, mais avec la détection de collision, avec le compte des points, avec les petits fantômes avec des petites pilules qui permettent de manger les fantômes, etc. J'ai pas écrit une ligne de code. Et là, je suis tombé de ma chaise. Voilà ce qu'il y a moyen de faire aujourd'hui avec des agents de qualité
pour écrire du code qui tenait la route, parce que j'ai été regarder le code, il y avait une structure MVC correcte, il avait bien séparé les éléments dans des fichiers différents, avec les bons noms de classe, enfin, tout ça tenait la route. Et j'ai fait d'autres expériences après, j'ai fait une mini-application de podcast, comme tu l'as dit, moi je suis un podcasteur, je me dis, tiens, si je mets mes podcasts dans une application podcast que à moi, est-ce que c'est possible? Et là aussi, en 1 heure, avec des prompts, un peu de follow-up, j'avais une application qui n'est pas prête à publier sur l'App Store, mais il faudrait pas beaucoup plus. Fonctionnellement, il faudrait pas beaucoup plus, c'est peut-être là que ça va prendre. C'est le syndrome des 20-80% pour la terminer. Tu utilises quoi comme agent pour faire ce genre de... Je voulais pas faire de pub, mais c'est Amazon Q. Okay. Def en ligne de commande. Parce que le Amazon Q qu'on a dans le Visual Studio Code et celui en ligne de commande, je sais pas trop pourquoi, ne donne pas les mêmes résultats. À mon avis, tape pas sur le même back-end. Okay. Et celui en ligne de commande est wow. Avec quel modèle? Je crois qu'ils utilisent Claude 3.7 derrière. Ouais. Mais il est capable de lire des fichiers, de générer des fichiers. On voit son raisonnement. Il commence par chercher les fichiers dans ton projet. Tu vois les commandes find, machin, blablabla. Il a tendance, mais ça, je crois que c'est tous les agents enfin, moi, j'utilise beaucoup de Swift et c'est une technologie qui bouge beaucoup. Il y a des tas de choses nouvelles dans Swift 6 qui est sorti il y a 3-4 mois. Il a tendance à faire du code pré-Swift 6. Donc, il faut vraiment lui dire, tu es un senior developer, tu utilises Swift 6, etc. Il faut être assez précis si on veut. Mais waouh. Alors, évidemment, il ne faut peut-être pas mettre des projets vibe coding en prod, et je suis certain que vous avez tous un avis là-dessus, mais pour une démo, pour s'amuser, ou pour mon long backlog de j'ai besoin d'un script Python pour automatiser ceci dans la publication de mon podcast, ou automatiser les données, des trucs que j'ai jamais eu le courage de faire, parce qu'il faut commencer, pip install, venv, je suis pas expert Python. Parce que Python, tu connais toutes les méthodes, mais la méthode d'après, elle n'a pas le même nommage que celle d'avant, et ça te rend fou. Et là, demander à un assistant de dire génère-moi ça, il me génère un truc qui est pas très long, sans ligne de code, mais j'arrive à épurer mon backlog de tous ces scripts d'automatisation que j'avais envie de faire depuis très longtemps, que j'ai jamais eu le courage ou le temps de le faire. Pour le code un peu jetable ou le code qui n'a pas d'impact direct en production, c'est génial, parce que tu veux faire un script pour lui demander la dernière fois j'avais ce problème où je voulais reset mon PC et je voulais récupérer mes projets, mais il y avait tous les nodes modules dans chaque projet. Du coup, ça faisait des dossiers qui faisaient des gigas, et je me suis dit, tiens, je vais demander à ChatGPT de me faire un script qui, depuis un dossier, supprime tous les nodes modules de manière récursive en bash. Et il me l'a fait en 4 secondes. J'ai regardé vite fait s'il faisait pas des RM/, mais je l'ai lancé sur un dossier quasiment vide. Il me l'a fait, je l'ai lancé sur tout, ça m'a tout fait, ça m'a pris 5 minutes. Et si j'avais dû le faire moi-même, je pense que j'aurais plutôt fait à la main, parce que j'aurais eu la flemme d'aller faire ça en bash. Et pour ce genre d'utilisation one shot, ça marchait pas bien, parce que tu t'en fous que ton code il soit beau, pas beau, un peu buggé, tant que ça fait ce que tu lui demandes de faire, c'est vraiment une utilisation un peu waouh aussi pour ce côté-là. Ouais. J'ai un autre exemple. Pour un blog post, je devais écrire une très grande suite de tests avec plus de 1000 tests pour montrer l'exécution de tests en parallèle, que ça allait plus vite, etc. Je lui ai demandé de faire ça, et le truc, plutôt que me sortir les 1000 tests, il m'a fait un shell, enfin un Python script pour générer des tests. Je trouvais ça super intelligent. Je pouvais mettre le nombre de tests que j'avais besoin, exécuter ce script-là, il me générait les tests. Mais non, je reviens à ce que je disais, le vibe coding, pas pour la production. Pour la production, mission critical, il faut quand même comprendre ce qui est dans le code ligne par ligne, donc ne faites pas ça chez vous. Le problème du vibe coding, c'est que c'est un effet waouh instantané, et par contre, après, dès que tu veux... sur des gros projets, le modifier, le machin, ça marche plus. En vibe coding, c'est difficile. Mais je ne sais pas pourquoi, si c'est un problème qui va être réglé plus tard, c'est-à-dire cette espèce de contexte gigantesque là-dessus. Et nous, dans les applications qu'on a en prod, les problèmes principaux, c'est qu'en fait, un SI classique avec une application métier, c'est peut-être 15 projets qui font appel à, je sais pas, des dizaines et dizaines de services. Et en fait, il n'a pas du tout la fenêtre contextuelle pour comprendre tout ça, quoi. Et ça, je ne sais pas si c'est... Moi, je suis moyen convaincu sur le fait qu'ils arrivent à prendre tout ce contexte-là, peut-être que ce sera le cas. Non, parce que j'allais dire, aujourd'hui, tu ne peux pas jeter simplement tout l'historique. Sur un système d'information, tu as... Oui, c'est gigantesque. Tu as un ERP, un CRM, un machin, 12 000 applications métiers spécifiques, 32 bases. Et tu vois, de lui donner ce contexte-là en global... Moi, je ne sais pas comment il peut faire pour raisonner à cette échelle. Moi, j'allais dire à l'échelle d'un SI, mais à l'échelle d'une... C'est toujours à l'échelle d'un SI. Oui, parce qu'il y a des interconnexions. Tu vois, mais admettons, tu reprends une application, tu vois, qui est hyper vieille. Est-ce que de balancer le code dans quelque chose comme ça te permettra de te rendre plus digeste et plus compréhensible le code historique? Ça peut être... Oui, ça c'est un autre usage. C'est la découverte du code. Tu es nouveau sur un projet ou nouvelle sur un projet, et tu demandes à l'IA de
t'expliquer le code, de t'expliquer les structures. Ça, on voit de plus en plus chez nos clients aussi. Ça marche plutôt bien. Pour expliquer, ça marche bien, ouais. La dernière fois, j'ai eu l'utilisation où j'avais une requête SQL qui était un peu lente, qui était vraiment très grande. J'ai fait un explain sur mon Postgre. Et sauf que l'explain, bon, c'est imbitable aussi parce qu'il te met des roues, je sais pas quoi. Je lui ai donné le JSON à ChatGPT, je lui ai dit explique-moi ce qui va pas et ce qui va. Et il m'a expliqué vraiment ce morceau de la requête, c'est parce que sa jointure elle est comme ci comme ça. Et il m'a fait une dizaine de lignes qui étaient beaucoup plus compréhensibles et qui m'a vraiment fait pointer. Il m'a pas donné les solutions, mais il m'a fait pointer en mode c'est ce morceau de la sous-requête qui va pas. Et ça, pour ça, c'est vrai que c'est quand même très pratique. Et bah, du coup, ça vient exactement dans tes points. Dans tes points. Ouais, ça vient exactement à mon point. C'est-à-dire, par exemple, il y a plein de gens qui utilisent l'IA pour générer de la documentation. Je trouve que c'est un non-sens. Mais c'est un non-sens de dingue. C'est-à-dire qu'en fait, quelle documentation ? Bah c'est ça. En fait, une documentation, c'est intéressant quand tu n'arrives pas à rentrer dans le code. Mais si tu as une IA qui te génère une doc, en fait, tu as une IA qui peut déjà lire le code et la questionner. Donc en fait, tu n'as plus besoin de la documentation. C'est-à-dire, tu as besoin potentiellement d'une documentation à haut niveau. Mais ça coûte cher. Mais s'il faut régénérer à chaque fois quelqu'un se pose la question. Oui, mais en fait, ça générer sert la à doc rien de générer. Parce qu'aujourd'hui, personne lit une doc. C'est-à-dire que moi, si j'ai un prompt qui est basé sur mon code et je lui dis qu'est-ce que fait cette méthode, il va me répondre. Donc je vois pas l'intérêt de passer par quelqu'un qui, imaginons que Greg développe une application, génère avec de l'IA une doc pour me dire quoi fait la fonction, ce que fait la fonction. Alors qu'en fait, en vrai, je peux directement questionner le code. Et donc, du coup, je vois plus du tout l'intérêt. Qu'est-ce qu'il y a ? Quand t'en as besoin, en plus. Oui. C'est-à-dire que tu vas pas générer une doc monstrueuse pour tout ton projet. Dans les projets, on perdait un temps infini à générer des docs. Et donc, du coup, il y a des gens qui disent, c'est super, on peut utiliser l'IA pour générer la doc. Mais en fait, c'est une étape superflue. Parce qu'en fait, à la fin, quand je vais voir questionner le code, je vais demander à mon IA d'interroger le code. Ou alors, tu vas demander à l'IA, en lui donnant la doc, d'aller chercher l'info. Ça n'a aucun intérêt. Parce que du coup, tu passes par double IA pour un truc qui, à la fin, tu n'as pas besoin. Synthétise-moi la doc. Ouais. Du coup, je trouve que c'est un besoin qui n'existe plus. Oui, mais ça coûte cher. Enfin, je veux dire, si je demande une fois pour toutes à l'IA de me générer mon en-tête de fonction qui est chiant à écrire et tout le monde est d'accord. Ah, mais pas cette doc-là. Je parlais de la vraie doc. Les wiki. Ah oui, ça d'accord. Ça sert plus à rien. Et par contre, dans l'exemple que tu donnais, peut-être la doc plus fonctionnelle. Les en-têtes de fonction formatées comme il faut dans le langage, avec la syntaxe qu'il faut pour le langage, ça c'est génial, j'écris plus jamais ça. Si je vais rajouter une ligne de code ou quoi, parce que parfois il est un peu trop synthétique ou un peu trop factuel, enfin il ne comprend pas toujours le pourquoi du comment, donc une ligne en plus. Mais ouais. Ça, les unit tests, très utiles aussi, surtout pour les cas bizarres. Parce que moi, je suis très gentil dans mes unit tests, je pense. Comme tous les développeurs, tu testes ce que tu as écrit. Ça marche, je teste. mais ils vont souvent chercher des cas bizarres auxquels on n'avait pas pensé. Et pour fournir un regard critique sur le code aussi. Pas seulement pour expliquer, mais dire qu'est-ce que j'ai loupé, comment ça pourrait être amélioré. Poser des questions qu'on ne se pose pas nécessairement à soi, qu'on poserait à un senior dev qui est à côté de moi. Est-ce que je pourrais rendre ça plus efficace ou quoi ? Souvent, il y a, alors c'est pas la solution, mais des pistes à explorer. Je lui donne un algo un peu complexe que j'ai fait et je lui dis qu'est-ce que tu améliorerais ? Et il me dit là, je vois que tu utilises ça, est-ce que tu pourrais utiliser ça ? Et ça, c'est pas mal. Même si des fois, il te dit des choses qui sont plus d'actualité ou même, en fait, vu qu'il veut toujours te répondre quelque chose, il va jamais te dire c'est parfait, touche à rien. Il va toujours te trouver des trucs qui n'ont soit aucun sens, soit qui fonctionnent pas vraiment. Tu peux améliorer 2 x 2. Ouais, tu pourrais faire 2 puissances. Non, ça améliore rien là. C'est vraiment ça. D'où l'importance de faire le tri, d'être capable de faire le tri soi-même. Ouais, pour le coup, j'aime bien cette approche parce qu'effectivement, quand on lui demande à un code de générer quelque chose, il va générer peut-être pas forcément toujours secure, peut-être pas forcément toujours le plus performant. Par contre, quand tu lui demandes explicitement ce bout de code, comment tu peux l'améliorer, ou alors, attends, j'ai un doute sur l'écriture de fichiers, est-ce que c'est bien fait comme ça, ou est-ce que je peux améliorer ça ? Là, il te trouve vraiment des propositions, il t'en met 15. Bon, après, il faut faire le tri, quoi. Ouais. Mais en plus, au moins, du temps, il te les classe correctement. Il est sympa. Et pour tout ce qui est analyse, vous parlez d'audit, etc., de sécurité, il fait bien le taf aussi ? Vous l'avez testé après, tu là-dessus, parles à quoi des développeurs, là. Donc moi, j'ai moins d'expérience directe aussi. Moi, je vais te dire non, parce qu'en fait, déjà il faut c'est toujours le bug. La sécurité, c'est toujours un problème de code, à un moment donné. Mais en vrai, c'est rarement un problème dans une méthode. C'est un problème, généralement, qui est à l'interconnexion entre... c'est rarement dans ton code que tu crées une faille de sécurité dans une méthode. C'est dans un ensemble de méthodes qu'il va y avoir une faille qui peut être exploitée d'une certaine manière. Et en fait, ça, c'est un problème de contexte. C'est-à-dire que, globalement, il a du mal à avoir ce contexte général. C'est-à-dire qu'il va te donner très, très bien des erreurs évidentes, et il faut le faire, il faut corriger. Mais je veux dire, les problèmes protocolaires ou les problèmes qui sont des problèmes de sécurité
plus compliqués. Fonctionnels. Ben, en fait, ils ne les trouvent pas. Et puis dans une application, on a notre ami AWS, mais si tu mets une application sur AWS, l'erreur, elle va se situer probablement entre la différente configuration de tous les services, de l'infra. Du coup, c'est tellement large, et puis ça fait plein de choses. Et les failles, elles sont rarement à un endroit donné, quoi. C'est un ensemble de choses qui fait qu'aujourd'hui, c'est pas très efficient pour trouver des failles, quoi. Par contre, il va te trouver un nombre de trucs sur le code si tu lui demandes ça, avec toutes les variables, tous les paramètres qui sont pas sécures, etc. Vous ne vérifiez pas les inputs de cette variable-là, machin, de tout. Donc, il va te trouver énormément de choses, alors que sur certains trucs, tu vas peut-être faire confiance à la donnée aussi, parce que tu sais ce qu'on t'envoie, et t'as un peu la flemme de tout vérifier quand même. Mais donc c'est pas les points les plus pertinents. C'est juste parce que dans ton IAM sur AWS, t'as mis tous les droits parce que t'en avais un ras-le-bol, configuré 1185 niveau 3, t'as mis étoile et la faille elle est là. Je voulais vérifier si ça marchait avec tous les droits et puis tu l'as laissé. Et tu l'as laissé en prod. Faut pas le dire. Faites pas ça chez vous. C'est pas bien. Non mais honnêtement, entre nous, 99% des failles, c'est des erreurs humaines. C'est exactement ça. C'est le droit. T'as laissé un bucket sur Amazon ouvert parce que voilà, t'avais je sais pas, tu t'as oublié. Je vais faire mon test et en fait, t'as fait plus tard. Tu t'es créé une droit beaucoup trop large. C'est ça. Donc du coup, est-ce que ça va améliorer la sécurité ? Pas sûr. Pas sûr. Vous utilisez quoi comme outil IA ? Amazon. Alors moi, j'ai jamais utilisé plusieurs pour comparer, justement. Parce qu'on est très proche dans mon équipe aussi des équipes services qui fabriquent ces services et ils nous demandent du feedback. Ouais. Donc, j'utilise Amazon Q Dev, soit dans l'IDE, moi, c'est plutôt Visual Studio Code et en ligne de commande. Et récemment, plutôt en ligne de commande. Mais j'ai testé, évidemment, Copilot. J'ai Copilot ouvert. Parfois, j'ai les deux fenêtres en même temps. Je pose les mêmes questions en copie collées dans les deux pour voir les réponses. Mais Copilot de Windows Copilot sur Visual Studio de GitHub. Pardon. De GitHub, okay. Sur Visual Studio Code aussi. J'ai essayé Cursor récemment, pas mal. J'étais impressionné par la vitesse. Et j'aime bien la possibilité de changer de modèle aussi dans l'agent, dire tu pars avec Claude ou avec Llama, etc. Alors que c'est Claude le meilleur dans tous les cas. Ça dépend pour le code. Pour le code, il est très bon. J'ai essayé ZD, qui est aussi un clone de Visual Studio Code. Il y a plein d'idées qui sont créées. Un peu comme Cursor. Je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. Hein, ça fait 4. Moi, j'utilise le truc français, je trouve qu'il est le chat Mistral. En fait, il a un intérêt, c'est qu'il répond instant. Oui, il est très rapide. Et en fait, les autres, ils sont toujours un peu plus lents. Et Mistral, je sais pas comment il fait, il te répond instantanément. Et du coup, c'est beaucoup plus rapide. Quand par exemple, si tu interagis avec ChatGPT, par exemple, c'est lent. Tu vois les lignes par une, tu sais qu'il est en train de faire n'importe quoi. Ouais, tu sais, et du coup, des fois, tu dis stop, arrête-toi. Je vais te donner une autre idée finalement. En fait, et en fait, je trouve que le chat, il est plutôt bien pour ça. T'as la version payante ou gratuite ? Non, j'ai la version gratuite. Parce que moi, j'avais testé pour le code le chat avec la version gratuite et en fait, chaque question que je lui posais, il était vraiment à côté de la page. Donc je suis vite repassé sur Claude. Et moi, j'utilise moins pour le code, j'utilise beaucoup pour. Moi, je fais souvent des missions d'expertise. Et en fait, les missions d'expertise, c'est des fois, je manque d'idées. Et du coup, je lui expose mon truc, et il va me proposer 40 idées, il y en a 39 cons, mais il y en a une qui me dit « Ah !» Et vu qu'il répond vite. Et du coup, c'est ça, c'est cette interaction. Donc moi, je préconise, je trouve que la rapidité est presque plus importante des fois que... Dans mon usage à moi, je trouve que la rapidité est plus importante que des fois que l'intelligence... Parce que concrètement, entre toutes les solutions que vous avez citées, que ce soit un Copilot, un Claude, Llama, Mistral, il y en a un qui se dégage réellement aujourd'hui d'un autre, où finalement c'est tous à peu près la même chose, mais bon, il y en a peut-être un effectivement que tu trouves plus rapide ou autre. Ou est-ce qu'il y a des différences fondamentales ? Il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer le modèle qui va faire le raisonnement, un peu l'orchestrateur, et puis l'agent qui a différents outils, qui est capable de tirer parti d'un raisonnement pour aller agir sur notre code, créer des fichiers, regarder, acquérir du contexte dynamiquement, etc. Et ça bouge tellement vite que si je fais là maintenant, celui que je pense être le mieux, le temps à ce que le podcast soit publié, ça sera différent. Comme tu l'as dit, je crois que Claude 3.7 pour le moment est un des mieux en matière de raisonnement, de génération de code en termes de modèle. Maintenant, les agents qu'on va mettre au-dessus, chez Amazon, QDev CLI pour le moment, mais je sais que les autres équipes rattrapent aussi. Enfin, voilà. Cursor est assez impressionnant. Moi, j'ai essayé beaucoup d'IA pour la génération pour l'autocomplétion. Et j'ai du mal à trouver quelque chose qui me satisfait parce que j'ai beaucoup utilisé SuperMaven pendant longtemps. Je sais pas si tu connais. Non. C'est pour Java, je suppose. C'était vraiment un outil de complétion. C'est vrai que le nom est très mauvais parce que moi, j'ai pensé que c'était pour Java du coup. Maven, je sais plus ce que ça veut dire en anglais, mais ça n'a rien à voir avec Maven en vrai. Je crois que je sais plus, bref. Et en fait, c'était vraiment, je trouvais vraiment exceptionnel parce qu'il a vraiment la promesse où il répondait
ultra vite. C'est-à-dire que la vitesse, mais oui, et franchement, mais surtout quand tu écris du code, parce que tu écris ta ligne de code et en fait, il commence à t'autocompléter au milieu de ta ligne de code. Et ça, c'est quelque chose que ce soit avec Copilot, avec Amazon Q ou même j'ai essayé JetBrains AI, ils ont tous ce moment où en fait, il attend que tu aies fini d'écrire ton code pour envoyer la requête, réfléchir et te la renvoyer. Alors qu'on avoir un idéal lent. Ouais, c'est ça. Et du coup, t'écris ton truc, tu dis peut-être que là il va être intéressant, t'arrêtes d'écrire et là il te propose un truc pas intéressant, tu fais je vais l'écrire à la main. Alors que Supermaven, il y avait vraiment ce côté où t'écrivais et c'était ultra fluide. Et en fait le problème avec Supermaven, c'est qu'ils se sont fait racheter par Cursor et en fait Cursor les ont rachetés pour tuer la concurrence, donc ils ont juste plus rien fait depuis. Ouais. Donc je suis un peu déçu. Et je pense que Cursor a un peu aussi cet intérêt d'être très rapide, sauf que moi j'ai vraiment beaucoup de mal à utiliser VS Code. Trop rapide, parfois j'ai pas le temps de voir ce qu'il fait. Et vraiment je trouve ça vraiment très bien, mais moi j'ai trop du mal avec VS Code. Du coup, j'essaye de chercher quelque chose comme ça sur IntelliJ. Et vraiment, j'arrive pas à trouver. Amazon Q, je le trouve ultra lent aussi. JetBrains AI, même s'il est intégré à IntelliJ, je le trouve ultra lent aussi. Et j'arrive pas à retrouver ce côté fluide, où tu as vraiment l'impression qu'il est dans ta tête. Et donc, j'en ai essayé beaucoup. Et c'est pas le modèle, je pense, le problème, c'est vraiment l'outil, l'intégration. Je sais pas comment ils font, s'ils envoient les tokens au fur et à mesure. Enfin, je sais pas comment ils ont fait, mais Cursor nous a enlevé ce bonheur. Pauvre Arthur. Non, mais je suis déçu. Mais peut-être qu'un jour, souvent je regarde les mises à jour de Supermaven. En tout cas, si on peut faire un petit pas de côté, et peut-être que je me trompe complètement, mais je pense que c'est un des problèmes de fond de pourquoi il y aura. Je parle à quelqu'un d'AWS, je vais peut-être me faire frapper, mais c'est ça que je pense qu'il va y avoir un modèle économique qui est quasiment introuvable. C'est parce qu'en fait, on est déjà 6 au milieu autour de la table et on utilise tous des modèles différents. Et en fait, fondamentalement, on n'en a rien à faire des modèles qu'utilisent les autres. Et donc, du coup, il n'y a pas tant que ça d'attachement à un modèle. Et ça veut dire que, du coup, on va être très peu prêt à payer pour des modèles. Mm-hmm. C'est-à-dire que, et moi, je pense que c'est la difficulté du modèle économique de l'IA, c'est qu'en fait, Arthur, il est sur Supermaven, ou t'es plus sur Supermaven. Moi, j'utilise le chat. Greg, il est peut-être sur, je sais pas, tu utilises Claude. Ouais. Et en fait, fondamentalement, entre développeurs, on s'en fout. Oui, et du coup, ça veut dire que si on s'en fout, en fait, chacun utilisera sa ligne dans son coin. Oui, c'est remplaçable. Et c'est remplaçable. Et moi, mon avis personnel sur l'IA, c'est que ça va devenir une commodité au même titre que aujourd'hui, on n'a rien à faire de savoir quelle librairie de composants graphiques tu utilises dans un projet. Et du coup, tu auras chacun sa petite la guerre de chapelle. Mais du coup, on ne sera pas prêt à payer des sommes pharaoniques parce qu'en fait, il n'y a pas d'attachement réel au modèle. C'est déjà une commodité. Ouais. Tous les grands vendeurs de modèles sortent un nouveau modèle tous les 2-3 mois, chaque fois le mieux, le benchmarké, etc. À chaque fois, c'est la dernière merveille du monde. La vraie valeur ajoutée, mais c'est quelqu'un qui vient de l'infrastructure qui vous parle avec une casquette AWS, c'est l'accès, c'est comment je les déploie, comment je les maintiens, comment est-ce que ça scale, comment est-ce qu'ils sont hautement disponibles, comment est-ce que je sécurise les données qui y vont et l'accès à ces données. Donc, c'est l'infrastructure pour hoster ces modèles qui fournit de la valeur. Et ça, c'est ce que les grands cloud providers complètement. Mais je veux dire, mais le fait que ça soit Llama ou Claude ou... Tu t'en fous. On s'en fout un peu, et puis de toute façon, ça va changer dans 2 semaines. Et puis dans 2 semaines, ça sera encore un autre. Complètement. Encore un autre. Et du coup, et puis je pense qu'on est quand même en train d'arriver avec des modèles. Moi, je suis très impressionné par la capacité à avoir des modèles qui tournent sur ton téléphone ou sur ton PC. Et ça, le jour où ils arrivent vraiment à faire des choses compétentes, en fait, tu payeras peut-être même pas. Tu vas faire du self-hosted et puis tu vas te débrouiller avec ton... Tu n'auras plus les problèmes. Parce que franchement, tu prends, je sais pas si vous avez connaissé LM Studio, moi, c'est un truc que j'utilise souvent pour tester des modèles. En fait, ça tourne sur ton PC. Si tu as un PC un peu plus simple. Et donc, je me dis, dans quelques mois, on aura des modèles, peut-être pas les plus intelligents qui resteront sur des data centers, mais on aura dans ton PC un modèle qui fera 90% de ton besoin. Quoi. Et puis après, tu peux avoir des modèles qui sont spécifiques, tu vois. Tu peux avoir un petit modèle pour ton code qui est peut-être nul en français, mais tu t'en fous, toi, tu veux juste le code. Qu'il aille vite. Ouais, c'est ça. Et donc, sur tel code uniquement, et pas tous les codes possibles, etc. Mais c'est la mode aussi, ou la tendance actuelle des small language models, comme ceux faits par Arci. Et on pourrait voir, d'un côté, on a la puissance des laptops qui augmente d'année en année, les modèles qui deviennent de plus en plus légers aussi, ça va se rejoindre. Mais du coup, tu te dis, je vais voir qui va payer je sais pas combien la valorisation d'OpenAI, mais moi je comprends pas qui va payer parce que nous en tant qu'entreprise on va pas Microsoft. Payer. Quoi Microsoft. Peut-être AWS ils auront un partenariat un jour. Mais on est plutôt avec Anthropic pour le moment. Mais je veux dire je pense qu'il y a quand même un problème de valorisation de ces modèles là. Et puis les modèles vont de moins en moins progresser aussi. On est quand même ça a le défaut ils ont eu le même problème, ils ont eu la même entre guillemets la même erreur, mais c'est classique, c'est qu'en fait ils sont partis sur un modèle gratuit. Et en fait, une fois que tu es parti sur un modèle gratuit, que c'est devenu une commodité et que toute ma famille qui sont pas pharmaciens l'utilise tous les jours,
Et ils voient pas pourquoi ils payeront. Ouais. Ah, tu vois. Ils comprennent pas. Parce que quand tu achètes un sandwich, tu sais pourquoi tu payes. Ouais. Et si on te dit, ChatGPT, ça a été gratuit pendant 3 ans, et d'un coup, faut que tu payes. Bah, du coup, alors On comprend. ils pensent qu'ils vont faire payer le modèle intelligent et laisser le modèle bête gratuit. Mais en fait, ce que vont faire les gens, c'est qu'ils vont utiliser le modèle bête. un peu moins bête. Pour le B2C, ouais. Pour les consumers, nos parents, frères et sœurs qui ne sont pas dans l'IT, ouais. Pour les professionnels qui ont besoin de résultats prédictibles. Je sais pas si c'est une si grande part de marché que ça. Moi, je vois pas le. Il faut que ça soit suffisant pour payer leurs frais. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Pas, mais bon, Pas ouais. plus. Ouais. Et est-ce que c'est envisageable les modèles publicitaires? Parce que tu vois, tu dis. Non, mais. On t'injecte de la pub dans la réponse. Déjà que c'est assez long d'avoir un prompt et d'avoir la réponse. En Oui, plus, il faut Pendant que qu'il réfléchit, t'as une tu petite vidéo. visualises ta pub. T'as 10 secondes de pub avant d'avoir ta Mais réponse. non, mais regardez aujourd'hui tous les réseaux sociaux, hein, Oui, YouTube, on peut Insta, Facebook. Enfin, maintenant, on est infesté de pubs et de plus en plus parce qu'il a fallu à un moment donné payer aussi les gens qui travaillent derrière ça. Est-ce qu'aujourd'hui c'est envisageable ou pas pour ces IA de mettre ça là-dessus? À mon avis, c'est déjà le cas. Si on demande à ChatGPT écris une page sur ce que tu sais de moi suite à l'historique de nos interactions, c'est effrayant de qualité. Enfin, effrayant de précision et de qualité. Donc, ils collectent déjà et ils gardent déjà énormément de données qui permettent de nous profiler. Est-ce qu'ils les vendent ou pas? Je ne sais pas, je ne connais pas leur business model, mais la fondation technique, elle. Ouais. Ça, c'est vraiment une vraie question. Mais après, est-ce que ça va rentabiliser? C'est une autre Ah histoire. oui, après, est-ce que Est-ce que c'est suffisant? C'est pas sûr. Parce que je veux dire, le jour où nos amis d'Apple, ils en ont réussi à en faire un, ils vont le foutre dans tous les téléphones. Et tu le verras pas, et puis du coup, il marchera très bien, quoi. Suffisamment bien pour le 99% des usages. Parce qu'après, c'est du débat d'experts, quoi, tu vois. Je veux dire, est-ce que tu préfères Claude ou Supermaven ou GitHub Copilot? C'est au même titre qu'on peut avoir un débat d'experts si tu préfères développer en Java, en Python, en PHP, mais ça reste du... Parce que là, on regarde celui qui marche vraiment le mieux du mieux du mieux Parce du que mieux. c'est nouveau. Après, s'il y en a un gratuit, on va prendre le gratuit. C'est l'effet téléphone. Quand l'iPhone est sorti, on était tous à regarder les keynotes des sorties de téléphone. Ah putain, t'as vu le Samsung sorti ça? Aujourd'hui, il y a un téléphone qui sort. Honnêtement, oui, ok, il y a un téléphone qui c'est sort. incrémental. Ouais, c'est ça. Ils ont amélioré quoi? L'appareil photo, oui. Et quand il marche le mieux, il faut mettre marche le mieux dans un contexte. Dans un faire contexte, quoi? ouais. Dans quel langage de programmation? Sur quel genre? Parce que ils marchent tous relativement bien. Oui, ils maintenant. marchent tous assez bien. Et en fait, est-ce qu'on va avoir besoin des évolutions futures qui vont être payantes et de plus en plus chères? Parce que je pense qu'ils vont peut-être à un moment donné faire payer assez cher la mise à jour du modèle pour être le plus à jour possible. Je suis pas sûr que dans la plupart des cas, on ait envie de payer ça, quoi. Il y a des boîtes qui ont des modèles aussi de business où ils déploient la solution chez toi on-prem ou dans ton cloud, et donc c'est l'équivalent du on-prem moderne 21e siècle, dans ton VPC, et ils garantissent que les données restent dans ton contexte de périmètre, de ton périmètre de sécurité. C'est Poolside, pour la nommer, qui, à ma connaissance, n'a pas encore le produit déployé, mais ils sont en phase plus ou moins avancée avec différents clients. Mais sur cette idée-là, dire voilà, les données restent chez vous, les modèles sont chez vous, pour rejoindre ce que tu disais tout à l'heure, Camille, en matière de où sont mes données et est-ce que tout le monde peut utiliser ça en entreprise. C'est pareil, on n'a pas parlé de la propriété du code, mais tout ce qui est généré... Il n'y a pas encore de décision de justice. Il n'y a pas de décision. À qui ça appartient, bon. Attends. Je vois l'heure en fait tourner, on ne s'est pas rendu compte, mais on a discuté pendant... Enfin, vous avez surtout discuté pendant un petit moment. Si on peut se dire peut-être quelques mots pour conclure. Un petit peu, je sais que Philippe aime toujours bien faire les conclusions de podcast, mais pour dire un petit peu... Allez, conclue. Et bam. Allez, mais qu'est-ce qu'on... En tout cas, de ce qu'on se dit là, c'est qu'aujourd'hui, l'IA, de toute façon, elle est là et elle sera là demain. De toute façon. Après, qu'est-ce qu'on peut peut-être donner aussi comme conseil aux gens qui en ont peut-être peur pour qu'ils puissent apprendre à vivre avec, quoi. Ou Sébastien, si tu veux. Non, mais là, bon, je vais évacuer le sujet de la peur parce qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle techno, voilà. Et je vais évacuer aussi le sujet de la révolution parce que comme chaque fois qu'il y a une nouvelle techno, on nous explique que ça va révolutionner la Terre entière. C'est une nouvelle techno, ça apporte plein de nouvelles choses, ça apporte aussi des problèmes comme d'habitude, mais le monde entier va s'habituer au sujet et on saura très bien le maîtriser dans quelques années. C'est un outil, quoi. C'est un outil, quoi. Apprenez à réfléchir. Ouais. Non, mais je veux dire, le concept de ça va tout changer, il n'y aura plus aucun travail, les développeurs, ça n'existera plus.
Au contraire, je crois que ça va faire une bulle d'air pour avoir plus de développeurs, parce que ça donne accès à plus de gens, au code à plus de gens. Plus de gens pourront coder, on pourra coder plus vite. Ça va baisser les coûts de production informatique, a priori, si on va plus vite. Et comme à chaque fois dans l'histoire, quand il y a quelque chose qui permet de baisser les coûts, exactement, l'effet rebond, le paradoxe de Jevons, l'économiste anglais, ça augmente la demande. Alors, on a vu ça avec les machines à vapeur, on a vu ça avec l'essence, le diesel, on verra ça avec l'IA et le code aussi. Non, t'as un coup de gueule? On va appeler la rubrique le coup de gueule de dernière minute de Philippe. À chaque fois, il arrive. Je vais faire un coup de gueule qui est en lien avec l'IA. Allez, vas-y. C'est le coup de gueule. Et qui est en lien avec un truc que j'aime pas, c'est la documentation. Et vous avez pas de partenariat avec Confluence et Altation. Franchement, les gars... Peut-être hébergé chez AWS, mais... les gars de Confluence qui ont voulu intégrer un moteur d'IA pour faire de la recherche dans Confluence... C'est les gars de Jira, surtout. Mais c'est pas possible. Pour chercher des tickets, c'est pas possible. Rechercher des tickets ou des trucs, franchement, ils te donneraient un ticket aléatoire, ça marcherait mieux que leur moteur d'IA. Non, mais c'est complètement fou. Oui, mais alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, genre sur Jira, pour chercher un ticket, c'était déjà l'enfer. Donc ils ont un truc avec une syntaxe où tu peux écrire du pseudo SQL là pour chercher un ticket, c'est infâme. Et puis après ils ont des listes déroulantes, c'est infâme aussi. Ils se sont dit ouais chouette de l'IA, on va mettre un truc de recherche et c'est pire que tout. C'est pire que tout. Donc en fait je suis sûr que l'IA, elle te génère leur pseudo SQL avec les listes, et derrière, elle fait la recherche, mais du coup, ça marche. Donc, t'as envie de leur dire, les gars, faites un partenariat avec Google, parce que la recherche est plus possible, quoi. Surtout que c'est Microsoft de Confluence? Non, c'est Atlassian. Non, c'est Atlassian. Ah, j'ai toujours cru que c'était Microsoft. Ouais, moi aussi, je sais pas pourquoi. Non, c'est australien. C'est australien encore? Atlassian, ouais. Atlassian, ouais. Ils ont pas un logo qui ressemble à celui d'Azure ou quelque chose comme ça? Ils ont du bleu. Ouais, ah bah c'est ça. C'est ça. Le bleu, j'ai associé à Microsoft. Bon, merci pour ton coup de gueule de dernière minute. Hein, sinon, on se sent pas bien. Merci du coup d'avoir un peu dépecé ce sujet aujourd'hui. Et puis, merci à tous ceux qui